Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est un témoignage exceptionnel que vous nous proposons ce soir. Rachid Khalidi est une voix qui compte. Il est professeur d'histoire à la prestigieuse université Columbia à New York, sa ville natale. L'historien américano-palestinien est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du Proche-Orient. Il a l'oreille des Américains. Il a participé aux pourparlers de paix qui ont mené aux accords d'Oslo et il discute aussi avec les Israéliens. Bonsoir Rachid Khalidi, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau livre a pour titre 100 ans de guerre contre la Palestine, une histoire de colonisation et de résistance. C'est aux éditions Actes Sud. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Rachid Khalidi, vous êtes né en 1948, l'année de la création de l'État d'Israël. Et dans votre livre, vous publiez plusieurs photos de votre album de famille. Il y a la grande histoire, il y a aussi l'histoire familiale intime. Et ce qui a retenu notre attention, avec Slimane pour commencer, c'est votre maison familiale. On la voit en ruine à l'époque. Pourquoi avez-vous tenu à la publier et qu'est-elle devenue? J'ai essayé de raconter une histoire de la Palestine du point de vue des Palestiniens, comme Palestiniens. Et en même temps, j'avais des expériences et ma famille a eu des expériences qui étaient importantes dans l'histoire palestinienne. Donc j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait dans mes autres livres. C'est de raconter cette histoire du perspective de ma famille et de mes expériences. Et c'est d'ailleurs grâce à votre fils qui vous a dit « Mais papa, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas dans ton livre ce que tu nous dis Exactement. À chaque fois à table quand on est en train de manger ?» Exactement. J'ai essayé de raconter des histoires comme on m'a raconté. Mon père, mes tantes, mes oncles, et de donner une perspective sur des choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Les négociations de Madrid, par exemple, le siège israélien de Beyrouth, 82. J'ai été dans le Conseil de sécurité quand il y avait des débats sur la guerre de 67. J'étais là. Et pour bien comprendre comment ces témoignages sont précieux, pour bien comprendre... Ah oui, alors c'est vrai, qu'est devenue la maison? Excusez-moi? Qu'est-ce qu'est devenue la maison? Elle est encore en ruine comme ça. Mais où? À côté de Jaffa, Tel Aviv-Jaffa. Maintenant, Tel Aviv-Jaffa. Donc aujourd'hui, elle est en Israël? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des titres de propriété pour dire que c'est? Bien sûr. Donc elle vous appartient encore? Non, selon la loi israélienne, toute la propriété des gens qui ont abandonné leur propriété appartient maintenant à l'État d'Israël qui les a distribués. Donc vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. On nous l'a arraché. Ou on peut dire on nous l'a volé, comme vous voulez. Et dans ce livre, d'ailleurs, il y a des témoignages très précieux parce que vous êtes issu d'une grande famille, au sens, en tout cas, des responsabilités politiques. Vous avez des aïeux qui ont été maires, notamment à Jérusalem, il me semble, députés également. Vous avez un arrière-grand-oncle qui conversait, qui a écrit une lettre à Theodor Herzl, le père fondateur du sionisme au XIXe siècle. Vous soulignez la dimension coloniale de ce conflit israélo-palestinien. Pourquoi est-ce, selon vous, une guerre coloniale? Je ne sais pas pourquoi ça c'est controverse. Si on voit la colonisation de Cisjordanie, ce sont des gens qui sont des colons, qui arrachent des terres aux autochtones et qui font des colonies. Ça ne doit pas être controverse si on regarde les premiers dirigeants israéliens, c'était sionistes. Ils se décrivaient comme « nous sommes des colons, on fait une colonisation de Palestine ». Donc, Weizmann, Herzl, tous les gens, Zev Jabotinsky, se parlaient comme, ils se décrivaient comme des colons. Et vous dites Israël est la dernière colonie de peuplement du XXe siècle, mais j'ai peut-être, et je vous soumets la question, un début de réponse au fait que ce soit controversé de parler de guerre coloniale, parce qu'Israël appelle le jour de son indépendance, le 14 mai 1948, jour de l'indépendance, c'est comme ça qu'elle appelle, parce qu'elle estime avoir mené une lutte, elle aussi, d'émancipation. Ah oui, mais j'essaie de montrer dans ce livre-là le fait que le pouvoir britannique, c'est ce pouvoir-là qui a fondé cet État, avec la déclaration Balfour, avec le mandat, avec ils ont réprimé les révoltes des Palestiniens entre 1917 et 1939. Après, les Anglais ont changé de cap. Ils ont essayé de cesser l'immigration, arrêter l'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sionistes sont changés aussi. Leurs parents sont allés vers les Américains, les Soviétiques. Donc il y avait une lutte contre les Anglais pour 2 ans.
Et sur cette base-là, l'enfant gâté de l'impérialisme britannique disait on a fait la décolonisation contre l'Empire Nord. Ils étaient les enfants gâtés du colonialisme britannique. Dans cette guerre de 100 ans qui a été émaillée de massacres réciproques, on peut rappeler le massacre de Juifs à Hébron par des Palestiniens, le massacre de Palestiniens à Deir Yassin par des Juifs, le massacre de Palestiniens par des miliciens chrétiens à Beyrouth, Sabra et Shatila, sous le contrôle de l'armée israélienne. Sur cette base-là, en quoi diriez-vous que le massacre du 7 octobre et ce qui s'en est suivi, vous avez dit que vous aviez été surpris par le 7 octobre, mais pas par la suite. En quoi le 7 octobre a été ou aurait été un tournant dans le conflit séculaire entre Palestiniens et Israéliens? Les attaques du Hamas. Oui. Non, je comprends bien. Je crois que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre représente une continuité et une rupture en même temps. Ce qu'a fait Hamas dans son attaque de 7 octobre, le massacre de à peu près 800 civils et la mort de 400 à peu près soldats israéliens, ça s'est jamais vu. Les guerres d'Israël, normalement, sont menées sur la terre arabe. C'est la première fois depuis 1948 que ça se passe sur terre israélienne. Donc ça, c'est une rupture. Et le fait que c'est la plus grande perte civile chez les Israéliens depuis 1948, ça, c'est très, très important. Mais ce qu'Israël a fait après, en tuant au moins 72 000 Palestiniens, 872 000, ça c'est aussi une rupture, mais ça représente aussi une continuité, dans le sens que depuis le commencement, les dirigeants sionistes voulaient finir avec les Arabes, paisiblement si possible. Herzl a écrit dans ses mémoires personnelles, il faut les enlever de ce pays paisiblement et discrètement, mais il voulait en finir. Et Ben Gurion a dit même chose en 1937, quand les Anglais disaient on va faire un petit État juif et il faut faire un transfert des Arabes. Ben Gurion a dit il faut le faire même avec la force. Donc ça c'est une idée dès le commencement. Ils l'ont implémenté. Oui, excusez-moi. Après le 7 octobre avec une férocité inouïe. Une férocité inouïe le 7 octobre. Vous avez été conseiller lors des pourparlers de Madrid en 1991, qui ont abouti aux accords d'Oslo en 1993. Ça avait suscité un immense espoir. 33 ans après, l'État de Palestine, et dans le contexte que vous venez d'évoquer, l'État de Palestine est reconnu par 159 États, notamment le Royaume-Uni, vous évoquiez le mandat britannique, la France, le Canada, l'Espagne. Mais qu'a-t-il comme réalité sur le terrain? Il n'y a pas d'État palestinien. L'État palestinien, ça veut dire souveraineté. L'État palestinien, ça veut dire fin de contrôle sécuritaire par Israël. Donc ça ne sert à rien de le reconnaître, ou vous dites que c'est important? Non, ça vaut la peine, mais il faut accompagner les mots avec les actions. On n'a rien fait. On n'a rien fait pour finir avec la colonisation de Cisjordanie. On n'a rien fait pour finir avec le contrôle sécuritaire de l'occupation. Quand on était à Madrid et après à Washington, on nous a donné des propositions israéliennes qui ne contenaient ni souveraineté, ni fin d'occupation, ni fin de colonisation. On a conseillé l'OLP à Tunis à cette époque-là de ne pas accepter. On a fini en 1993 ces négociations à 10 étapes, de 91 jusqu'à 93. Ils sont allés après à Oslo faire le même accord qu'on a dit qu'il fallait refuser. Aujourd'hui, si on regarde la carte, entre le fleuve Jourdain et la mer, il y a un seul État, c'est l'État d'Israël qui contrôle tout. Il y a une seule monnaie, c'est la monnaie israélienne. Une seule armée, c'est l'armée israélienne. Mais il y a deux peuples. Il y a à peu près 15 millions d'habitants, à peu près moitié-moitié, peut-être même il y a une légère majorité palestinienne. Exactement. Donc, la question primordiale, c'est comment faire vivre ces deux peuples. Est-ce que la notion de deux États est toujours possible, ou est-ce qu'il faut faire une confédération, parce qu'il y a à peu près 20% d'Arabes à l'intérieur d'Israël, et il y a à peu près 20% de colons dans la population de la Cisjordanie. Est-ce qu'il faut
une fédération? Est-ce qu'il faut un État binational? Quelle est la solution, je dirais, la plus rationnelle pour que ces deux peuples puissent convivre côte à côte en paix et dans l'égalité? Je peux dire deux choses. Il faut que ça soit sur pied d'égalité et avec la justice et avec la déconstruction de structures de suprématie d'un peuple sur un autre. Sans ça, il n'y aura pas de solution. Deux États, un État, fédération, confédération. Sans ça. Deuxième chose, qui parle de deux États doit me dire comment faire avec 800 000 colons dans la Cisjordanie. Comment faire avec l'occupation qui dure depuis 1967. Personne ne parle de ça. Deux États comment? Et deux États où Israël contrôle plus que 70% de la Cisjordanie. Donc ce n'est pas viable, selon vous? C'est impossible. Alors, si on ne répond pas à ces questions-là, on va faire ça avec les colons, on va faire ça avec la colonisation, on va faire ça avec l'occupation. Est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui pourrait faire débloquer la situation? Est-ce qu'il faut une intervention forte de l'Europe et des États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu que la violence ne résout rien. Réponse vite, oui, il faut. Parce que si on revient au commencement, ce n'était pas le mouvement sioniste qui a créé ce projet-là. C'était l'Empire britannique. La répression n'était pas de milices sionistes. C'était l'armée britannique, c'était les forces aériennes britanniques qui ont tué des dizaines de milliers de Palestiniens durant des révoltes de 29, de 36-39. Donc, c'est le métropole qui appuie cette colonie, si on peut utiliser ça, qui doit agir comme il a agi pour l'établir. Pour vous, le Royaume-Uni est à la Palestine ce que la France a été à l'Algérie, quand vous dites métropole? Exactement. Il y a des différences, bien sûr, entre l'Algérie et la Palestine. Vous appelez les États-Unis aussi. Mais vous avez raison. On dit ça, et c'est maintenant les États-Unis, avec le partenaire européen. Alors, vous dites que les Irlandais, je vous cite, les Irlandais ont trouvé une stratégie, de même que les Algériens et les Vietnamiens. Les Palestiniens, à mon grand désarroi et à ma grande tristesse, ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réussi à approcher le public israélien par-dessus la tête de leurs dirigeants. Quelle est la part de responsabilité, justement, des dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, de l'autorité palestinienne, dirigée longtemps par Yasser Arafat et aujourd'hui par Mahmoud Abbas, et des instances palestiniennes? Bon, dans mon critique des dirigeants palestiniens, ça c'est au centre. De faire ce qu'on appelle la diplomatie publique, avec pas seulement les Israéliens, avec les Américains. Sans les États-Unis, Israël serait rien. Tous les bombardiers américains, tous les vétos américains, tout l'argent pour cette guerre, 32 milliards, vient de nous, les contributeurs américains. Moi, j'ai payé cette guerre. C'est pas le peuple israélien. On vit peut-être, mais en argent, c'est les Américains, le peuple américain. Donc, sans cet appui, Israël peut rien faire. Donc, ce qui doit changer chez les Palestiniens, il y a beaucoup. Ce qui doit changer chez les Israéliens, c'est beaucoup plus, parce que c'est eux qui sont suprêmes maintenant. Et il faut accepter de ne pas être suprême. Mais ce qui doit changer chez vous, les Européens, et chez nous, les Américains, ça, c'est très, très important. Alors, ce qui a été reproché aussi, c'est le manque de renouvellement de la classe politique. Et il y a eu des élections, Slimane, vous nous en parliez lundi, des élections en Cisjordanie et à Gaza. Ce week-end, il y a eu une consultation pour élire les conseillers municipaux. Et c'est une situation un peu surréaliste parce que jamais l'occupation n'a été aussi implacable, jamais l'autorité palestinienne, déjà qui est contestée, corrompue, incompétente, n'a été aussi décriée. Et on organise une consultation municipale. Est-ce que c'est un symbole peut-être d'un renouveau de vie démocratique, d'un sursaut, une unité entre Cisjordanie et Gaza qui, pour la première fois, ont voté ensemble? Ça, c'est important, le fait qu'on a fait des élections dans les deux parties de la Palestine divisées. Mais ce qui est plus important, c'est que les Palestiniens doivent être représentés par une représentation démocratique, pas seulement au niveau de mairie, au niveau national. On avait ça avec les élections de 2006. Après ça, il y avait un gouvernement de coalition
entre tous les partis. Qui a refusé ça? Les Israéliens, les Américains, les Européens. Mais quitte à ce que ce soit un mouvement comme le Hamas, nationaliste et islamiste, qui l'emporte, c'est le cas qui se pose dans d'autres pays arabes. S'ils acceptent des élections sous les conditions d'Oslo, ça veut dire qu'ils acceptent Oslo. Et qu'ils disent ce qu'ils disent. Et qu'ils renoncent à la violence. Excusez-moi? Qu'ils renoncent à la violence. J'aimerais qu'Israël dise aussi qu'elle renonce aux violences. Si on demande ça aux Palestiniens, il faut demander qui a utilisé la violence le plus? Ceux qui ont tué 800 civils palestiniens ou ceux qui ont tué, excusez-moi, israéliens, ou ceux qui ont tué 72 milliers de Palestiniens, entre à peu près 89% de civils. Pour finir, Rachid Khalidi, puisque vous êtes rarement de passage à Paris, vous vivez aux États-Unis, même si vous avez une maison dans le sud de la France, quelle est la Palestine de vos rêves? Quel dirigeant, quel projet de société et quelle économie pour quelle prospérité? Bon, quelle question difficile, hein? Parfois, on imagine que vous en rêvez de cette Palestine. Je suis historien, pas prognosticateur. Ouais. Et dans le livre, je dis, j'espère que mes petits-enfants vont vivre en paix en Palestine. Ça doit être avec les Israéliens. Ils ne vont pas aller. Et ni les Palestiniens. On a essayé d'arracher les Palestiniens de leur terre pour plus que 100 ans. Comme vous avez dit, la moitié de population sont des Palestiniens et la moitié des Israéliens juifs. Donc, il faut trouver un moyen de vivre ensemble. J'espère que si pas mes enfants, au moins mes petits-enfants, peuvent vivre en paix en Palestine avec égalité totale et justice. Et c'est avec ce message d'espoir que l'on referme cet entretien. Merci beaucoup, Rachid Khalidi. 100 ans de guerre contre la Palestine, une histoire de colonisation et de résistance. C'est chez Actes Sud. Merci infiniment à vous. Merci, Slimane, d'avoir été avec nous au cours de cet entretien.